Oui, là, on a l'air mignon. Se laisser filmer quand même. Vous avez signé ça? Un moment d'égarement, hein. Ouais. C'est ça, normalement, c'est juste de côté. Si on a un problème, Mais bon. Bonjour, merci d'être là, dans cet espace totalement dédié, pour la première fois d'ailleurs, au sein de Documation à la rédaction technique. La communication technique, on va en profiter, on va pouvoir en parler. Nous avons surtout vu ici, à l'intérieur, beaucoup de solutions pour la gestion du document, la numérisation, le storage, etc. Mais maintenant, nous allons parler de l'essentiel, c'est-à-dire la création du contenu. Parce que tous ces messieurs, bien entendu, parlent de la gestion une fois que le travail est fait, une fois que le document est créé. Mais personne ne nous explique qui crée le document. Donc c'est nous qui sommes au début de toute l'histoire. Et pour parler de cela, nous avons ici deux équipes qui vont vous parler sur la gestion du contenu, comment ils vont gérer et créer le contenu qui va ensuite être traité par la GED. Nous avons deux personnes qui présenteront leurs solutions avec la société Magilem, M. Goumin et M. Olive du CEA, qui a expérimenté une des solutions proposées par Magilem. Et ensuite, nous avons ici toute l'équipe Scénarii Kélis, Madame Goulois, qui a fait l'expérience de l'implémentation d'une des solutions chez Quick, Monsieur Croizat, Université et Technologie de Compiègne, qui était aussi à l'origine de la création de cette solution, et Monsieur Hennequin de chez Kélis. Chaque équipe a 15 minutes de parole. Je pense que ça serait utile. Et ensuite, nous allons avoir 10 minutes pour que vous posiez les questions. C'est le moment d'y aller. Ils sont prêts à tout. Toutes les questions sont autorisées. Merci. Bonjour à tous. Donc, Xavier Hennequin. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter la solution Scénarii donc à travers le cas client Quick. Je remercie d'ailleurs Madame Goulois d'être présente aujourd'hui pour apporter son témoignage. Je vais faire très vite, parce qu'un quart d'heure, c'est court. Donc, je commence. Donc, l'idée, en fait, du projet Quick, c'est d'avoir choisi la solution Scénarii. L'objectif étant d'assister la rédaction de la documentation et sa publication depuis la phase de conception. Donc, la phase de conception est finalisée, donc la phase de conception des produits Quick, que vous connaissez, je pense, pour ceux qui ont expérimenté le fast-food. Donc à la fin de cette phase de conception, on a un dossier d'homologation qui homologue justement les produits et les équipements, donc ceux qui arrivent concrètement en restaurant. Donc là, l'objectif est d'amener le plus rapidement possible et le plus efficacement possible ces informations issues de cette homologation jusqu'aux procédures et aux normes qui vont être utilisées au niveau des restaurants. Un des points importants dans le cadre de cette implémentation, c'est le fait de signaler que c'est international. Donc effectivement, il y a des problématiques de langue et de contexte culturel et réglementaire. Donc l'enjeu de départ du projet était un peu du classique, assister les collaborateurs en situation de production, donc concrètement que les gens qui sont au restaurant puissent avoir les procédures sous la main. Évidemment des objectifs de formation qui sont très nombreux, la formation est une vraie problématique au niveau de Quick. Et enfin la dernière, non négligeable, qui est de capitaliser les connaissances. Dans le cadre de ces enjeux-là, on a eu comme objectif d'optimiser le processus de production. Donc, quand je parle d'optimisation du processus de production, c'est bien la rédaction documentaire. Et derrière ce terme d'optimisation, je parle de réduire le temps entre le moment où l'information est émise au niveau de la conception jusqu'au moment où elle est à disposition des restaurants. D'accord ? De réduire, évidemment, si possible, les coûts de maintenance et de rédaction de ces documents et de gestion, donc tous les coûts liés à cette documentation, de fiabiliser l'information, c'est-à-dire que celle qui a été émise au départ soit bien celle qui arrive dans les restaurants, et dernier point, qu'on puisse l'adapter aux différents contextes, notamment multilingues, culturels, réglementaires, et évidemment en fonction des restaurants, puisque tous les restaurants ne fonctionnent pas exactement de la même manière, n'ont pas exactement les mêmes équipements, parfois il y a même des produits différents en fonction des pays.
Deuxième point, c'est optimiser l'accès en restaurant. Donc là, une des vocations de Scénarii Forte, c'est de faire ce qu'on appelle du multi-support. Donc là, de multiplier les accès possibles à l'information. Il faut savoir qu'on partait il y a 4-5 ans, je pense, quelque chose comme ça, d'une situation où on était avec du Word imprimé, disponible en restaurant. Il fallait passer à quelque chose évidemment de beaucoup plus dynamique, en utilisant tous les accès possibles dans le restaurant, donc évidemment ordinateur et intranet, hein, concrètement, et aujourd'hui tablette, iPad, etc. Une autre des problématiques en restaurant, qui est non négligeable et qui arrive très souvent dans d'autres cas, c'est l'adaptation à l'environnement de production, puisqu'évidemment un restaurant est très particulier, les cuisines, il y a des problèmes liés à la température, à la situation des lieux. Hein. Vous êtes dans une cuisine, c'est pas forcément évident d'aller consulter un document. Donc il faut multiplier les possibilités d'accès à cette info. Et dernier point qui était important pour Quick, c'était d'améliorer les compétences globalement de ceux qui justement produisent et gèrent cette documentation depuis donc tous les services impliqués, le service qualité, le service innovation qui sont dans la responsabilité de la conception et le service formation qui est le principal service concerné dont fait partie Madame Gaulois. Un petit point juste, ça va être très rapide, c'est juste pour vous préciser que ce projet s'est organisé d'une manière un peu particulière. Il y a d'abord, avant tout un partenariat de recherche entre Quick et l'Université de technologie de Compiègne. Et une partie d'ailleurs de ce projet de recherche s'inscrit en fait dans un projet ANR plus global sur ces problématiques de gestion et de production documentaire et de collaboration autour de cette documentation. Donc Kélis, moi en l'occurrence, qui représente Kélis, intervenait en tant que maîtrise d'œuvre, on va dire, un peu globalement sur la problématique scénarii. Ce qui est intéressant en fait dans ce contexte-là, c'est ce point-là sur lequel je voulais insister, c'est le côté d'un côté R&D et de l'autre côté production et maintenance qu'il faut assumer. Et les deux côtés doivent évidemment, enfin les deux flux doivent évidemment être voisins et que ce soit en bon voisinage. Voilà. Je passe la parole à Madame Gaulois qui va vous présenter Quick. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Anne Gaulois, je suis aujourd'hui chargée de projet formation pour la société France Quick. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Hennequin, il y a quelques années, j'étais en charge en fait de toute la mise à jour de la documentation et c'est dans ce cadre-là qu'on les a rencontrés pour optimiser le process. Alors, quelques chiffres pour présenter l'entreprise et tout particulièrement, je vais appuyer sur certains d'entre eux. 493 restaurants avec 19 000 collaborateurs. Alors, c'est déjà une grande entreprise et c'est surtout une entreprise qui a une répartition sur un territoire large, France, Belgique et aujourd'hui quelques restaurants en ouverture à l'international et les dom-toms. Ce qui veut dire que ces 493 restaurants et ces 19 000 collaborateurs doivent faire le même métier. C'est toute la problématique de Quick. Et donc, il est écrit énormément de procédures, de définitions de matériel, etc. Et que ces informations doivent être à disposition des restaurants très rapidement, très souvent remise à jour. Ça, c'est une particularité aussi de notre entreprise. Rien n'est écrit dans le marbre. Hein. Ce qui est valable aujourd'hui ne l'est plus demain, etc. Et un autre chiffre aussi sur lequel je voulais insister, c'est les 80% de franchisés. Parce qu'on est dans un réseau donc, essentiellement tenu par des franchisés, avec donc une obligation contractuelle de leur apporter l'information métier à jour, fiable, pour qu'ils puissent travailler correctement. On est dans une enseigne multi-franchise. Je vais bien passer à la suivante. Donc, beaucoup de procédures. Et bien aujourd'hui, concrètement, ça représente sous le format Scénarii, c'est-à-dire sous le format de la chaîne éditoriale, à peu près 1200 fiches. Pour donner un aperçu de ce que c'est en volume d'information, ce serait 2000 pages à 4. Oh, c'est pas extraordinaire, mais c'est à la fois énorme parce que il faut, je vous l'ai dit, les contrôler régulièrement, il faut les mettre à jour régulièrement. Sur ces 1200 fiches, on va avoir donc après une scénarisation, on va mettre un modèle sur ces fiches. Donc on a des procédures, on a des fiches de savoir, on a des définitions d'équipement, des définitions de matières premières, et on a aussi tout un référentiel, à peu près 600 normes chiffrées. Et ça, encore une fois, c'est un gros volume d'informations à gérer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc Scénarii Paris réussi nous a permis déjà de
prendre en main ce contenu documentaire, d'en être complètement le maître. Avant, sous Word, c'était un petit peu compliqué. Quand on arrive à des Word qui faisaient des centaines de pages, je peux vous assurer que c'est une vraie plaie. Donc, à gérer ces contenus, à les scénariser de manière complètement différente et donc de rentrer dans pour la problématique d'aujourd'hui, le multi-contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, sans investir de temps supplémentaire par rapport à avant, de publier des documents qui sont adaptés à des restaurants différents, à des restaurants qui ont des équipements différents, à des restaurants qui parlent une langue différente. La Belgique parle le néerlandais, c'est encore aujourd'hui... Ils ne parlent pas tous néerlandais, voilà, ou tous français. Par rapport à des contextes différents, c'est-à-dire qu'on a toute une problématique, bien sûr, je vous ai dit, de transfert d'informations. On doit mettre à disposition les normes et les process à disposition des restaurants. Mais derrière, on a une vocation pédagogique. Donc, on a pu décliner des tas d'outils qui peuvent permettre aux 19 000 apprenants de nos restaurants d'avoir les outils appropriés pour la formation procédure, la formation savoir, etc. On va retrouver des livrets d'études, des fiches de procédure, des mementos. On utilise aujourd'hui le multimédia avec des tablettes ou des iPods. Et puis, juste pour terminer cette partie-là, il y a aussi l'optimisation du processus de création de nos procédures, puisque aujourd'hui, on a complètement impliqué les services qui sont à l'origine de l'écriture de ces procédures, c'est-à-dire des services qualité, les services innovation produit, innovation matérielle, et donc ces services créent les DH aussi avec Scénarii. Donc en plus, on est dans l'optimisation coût-temps, coût financier, parce que ce qui est écrit une fois n'est pas à réécrire une deuxième fois, etc. Voilà. Donc encore énormément de choses que je pourrais vous dire parce que je suis contente de la solution que nous avons trouvée. On est en partenariat et le partenariat va encore durer plusieurs mois. Donc on a encore plein d'idées, plein de projets. Et voilà. Et donc j'étais tout à fait contente de témoigner pour cette solution et peut-être vous donner envie de la tester. Merci. Donc j'enchaîne pour vous présenter concrètement comment ça se passe aujourd'hui. Là, on vous a présenté les résultats, grosso modo, comment ça tournait. Là, je vous montre juste comment on fait concrètement pour faire fonctionner toute cette machinerie. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est un schéma qui représente le processus documentaire schématisé, donc simplifié, de fait. Je vais essayer de vous l'illustrer plutôt par un cas concret, plutôt que d'essayer de vous le rendre théoriquement. Donc, je vais prendre l'exemple concret d'aujourd'hui, un choix d'équipement à faire. Donc, au départ, il y a une demande qui est émise par un des services opérationnels de Quick qui dit, moi, grosso modo, j'ai besoin, donc soit c'est un restaurant, soit c'est un service central qui dit, j'ai besoin d'un nouvel équipement. Exemple pour faire des glaces, voilà, un exemple de ce type-là. La première responsabilité de la partie innovation et équipement, c'est d'aller effectivement faire un choix de fournisseur et un choix d'équipement. Donc au début, ils vont commencer dès le départ en fait, à rédiger des documents par rapport à ce choix-là. Ils vont réaliser des tests, il va y avoir des résultats autour de ces tests. Et les premiers documents vont être inscrits dans l'environnement Scénarii pour commencer à rédiger les fragments en fait, qui vont constituer les documents finaux. Ces fragments, ça va être la description des équipements et des informations complémentaires sur la manière de les utiliser, donc les procédures en fait, qu'on va retrouver en restaurant au bout de la chaîne. Au départ, c'est des DH tests. À un moment, ils font un choix d'équipement définitif. Une fois que cet équipement est choisi, on bloque et on versionne. Donc là, il y a des interventions techniques. On versionne, on valide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le workflow. Donc on versionne, on valide. Et on va transférer ce dossier d'homologation, qui est finalement le point final de cette phase de conception, va passer dans la phase transfert d'informations au niveau des restaurants, donc par l'intermédiaire du service de formation aujourd'hui. Donc ce service de formation, son objectif va être de récupérer cette information sans la recopier, c'est tout l'intérêt. Donc là, on va récupérer l'information qui est directement aussi du dossier d'homologation, qui sont représentés par des fragments, ces fameuses fiches, fiches équipement, fiches savoir, fiches produits, etc. Donc là, dans notre cadre, ça va être une fiche équipement et des fiches procédures qui vont être récupérées pour être directement intégré dans ce qu'on appelle, c'est le document de référence, ça s'appelle la Bible, donc au niveau de Quick. Donc cette Bible va être nourrie par ces nouvelles fiches, plus évidemment la rédaction, augmentée par la rédaction en fait, pédagogique de l'équipe de formation, qui va rajouter des informations et qui vont être effectivement plus orientées sur l'usage en restaurant, qui vont aussi différer en fonction, est-ce que c'est pour la formation pure, est-ce que c'est pour l'assistance à la production. Donc au moment de ce transfert, j'ai fait une version, j'ai validé. Ensuite, j'adapte
à mon contexte. Je peux filtrer par pays, c'est-à-dire qu'en fonction des contextes culturels et réglementaires, il y a des questions de style tout simplement, mais il y a aussi, et là c'est obligatoire, c'est des contextes réglementaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre la France et le Benelux par exemple. Donc là je vais pouvoir filtrer mon information dans la même fiche. Donc concrètement c'est la même fiche qui est représentée. Par contre je peux filtrer l'information en fonction du pays. Dernière étape avant la publication, je vais traduire dans une deuxième langue, là en l'occurrence en néerlandais. Donc là l'intérêt de la solution c'est qu'on a lié en fait chaque fiche en français est lié avec son équivalent dans la nouvelle langue. Concrètement, imaginez que vous avez une fiche qui décrit un équipement. Cette fiche se retrouve dans un autre environnement de production, d'accord, documentaire, et elle continue à être liée techniquement. Quel est l'intérêt? C'est que le jour où il y a une modification sur la fiche en français, c'est automatiquement signalé sur la fiche qui a besoin d'être traduite. Évidemment, le différentiel a besoin d'être traduit. Et enfin, dernière étape, je vais publier et diffuser les documents sous les différents supports dont on vous a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Donc une des particularités de Scénarii par rapport à ce que vous avez vu, une des particularités de Scénarii, c'est d'avoir choisi on va dire c'est quasiment une philosophie, d'adapter un modèle en fait, et toute la construction de l'outil se fait autour de ça. On adapte un modèle en fonction d'un métier. C'est-à-dire on ne va pas aller chercher un modèle qui existe déjà, on va dire c'est quoi vos besoins et en fonction de ce besoin définir un modèle. Ce que j'entends par modèle, c'est tout ce qui est structure logique et sémantique du contenu. On n'est pas encore dans la mise en forme. On va dire c'est quoi une fiche équipement? Comment on décrit un équipement? Comment on décrit un produit? Donc on va définir des balises en fait, concrètement, qui vont nous permettre de définir cette structure. Et ensuite, on va associer à ce jeu de balises des règles de publication et des règles de gestion. Derrière règles de publication, vous entendez mise en forme, style, comportement. Si c'est des quiz, par exemple, puisqu'on fait des quiz dans le cadre de la formation, on va évidemment associer la possibilité de répondre aux quiz quand je suis sur une plateforme de formation, par exemple. Et enfin, dernier point, les règles de gestion qui vont être toutes les collaborations, c'est-à-dire quels sont les droits d'accès des différents utilisateurs, en fonction du cycle de vie de chaque document, est-ce que les droits d'accès sont modifiés? Donc par exemple, l'auteur va pouvoir rédiger pendant la phase de rédaction. Par contre, au moment où il va l'envoyer en relecture, évidemment, le relecteur aura lui le droit d'aller modifier les choses. Par contre, l'auteur fait une pause pendant ce temps-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle les règles de gestion. Et je conclus sur les perspectives. Puisqu'un des intérêts, en fait, c'est qu'on reste très évolutif. C'est-à-dire que le modèle, sans cesse, là, tous les ans, il y a de nouvelles évolutions, donc de nouveaux usages. Aujourd'hui, les principaux, c'est la publication évidemment sur les tablettes, la documentation qualité, donc là on va faire un lien avec le système qualité. Troisième point, on va mettre en place un système de catalogue d'équipements qui permettra de commander depuis les restaurants, en fait avec un lien vers SAP, qui est leur système de gestion. Et enfin, dernier point, l'ouverture à d'autres pays et d'autres langues. Et j'ai fini. Merci beaucoup d'avoir tenu le temps. Vous allez jouer avec l'interface ici, et donc c'est l'équipe Magilem qui va nous présenter leur façon de traiter ce genre de sujet. Merci. Alors bonjour, moi je suis Arnaud Goumin, je suis responsable commercial et marketing chez Magilem de l'activité Content Intégration. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Olive qui est responsable de laboratoire au CEA. Oui, bonjour. Alors j'espère que vous avez bien digéré la documentation technique Quick. Et puis nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller sur un niveau d'échelle un petit peu différent, avec, j'allais dire, des complexités de contenu technique probablement un petit peu plus vastes. Surtout, ce qui va être important ici, c'est de répondre aux 3 questions que vous avez pu voir pour présenter cette conférence. Donc la première de ces questions était d'identifier les perspectives entre le cœur de métier et le référentiel de documentation technique. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite à y répondre. Donc là, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc pourquoi on s'est associé effectivement avec Magilem dans le cadre d'un laboratoire qui fait, je dirais, de la recherche dans l'électronique et dans les systèmes de l'électronique, à la fois matériel et logiciel. En fait, on s'aperçoit que dans ce domaine-là, où il y a effectivement beaucoup de styles de documentation, ou je dirais de représentations diverses d'un circuit électronique, on a besoin de gérer de la cohérence dans tout ce système d'information-là. Alors, les docs
documentations qui sont très techniques déjà suivent des recommandations, elles suivent même des règles très particulières et très précises, mais il faut donner un sens global à l'ensemble documentaire que représente tout un système électronique. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous représente effectivement dans ce schéma-là. On travaille à la fois sur la description du matériel, mais aussi sur la description du logiciel, et on le valide. Les deux sont validés en R&D et en D. Pendant ce temps-là, il faut réfléchir à la conception du circuit, à la conception du système électronique, à la conception je dirais, de la fonction, si vous, par exemple, si vous pensez à un terminal mobile. Donc tout ça doit être fait, je dirais, de façon cohérente. Il ne faut pas oublier qu'un système électronique, quand vous concevez une puce pour un mobile, grosso modo, il faut pratiquement 2 ans pour la faire. Pendant ce temps-là, il faut aussi penser, on va construire le mobile, et puis on va construire aussi le logiciel qui va dessus, on va construire le packaging. Donc si on cumulait, je dirais, tous les temps nécessaires pour chaque, je dirais, constituant d'un mobile, on arriverait à des temps qui sont de l'ordre de 4-5 ans. Alors clairement, un nouveau mobile, ça sort tous les 1,5, pratiquement tous les ans. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau, je dirais, documentation? Il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de génération d'informations préliminaires qui doivent rester cohérentes pour sortir le produit au bon moment. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, dans l'industrie du semi-conducteur, aujourd'hui, justement, gérer cette cohérence entre la documentation technique liée à un flux de production, un flot de production, et puis cette documentation qui a vocation à être diffusée auprès des différents clients. Nous, ce qu'on constate, c'est auprès de nos clients du semi-conducteur, enfin du monde du semi-conducteur, c'est que autant du côté R&D, les informations techniques sont chaînées dans des flux de production qui sont assez automatisés, autant dès qu'il s'agit de diffuser ces informations dans des produits documentaires, dans des publications documentaires, on retrouve le fameux copier-coller qui est géré depuis une documentation dite standard, qui va subir différents niveaux de dérivation qui sont liées à des spécialisations dans un secteur d'activité, par exemple, ou dans une langue donnée, par exemple. Voilà, donc concrètement, ce qu'on constate habituellement chez nos clients pour gérer ces masses de documentation technique, c'est que, notamment au niveau de la partie diffusion de ces documentations, il n'y a pas de schéma métier qui automatise la production de ces documentations. Ce que propose Magilem, c'est de travailler justement au chaînage de ces processus pour automatiser la production de ces documentations techniques au travers d'un atelier d'assemblage qui permet de produire, alors de récupérer des contenus qui viennent du contexte R&D, puis de produire du contenu rédactionnel, et ensuite d'automatiser la diffusion, la distribution de ces différents contenus dans les divers formats et divers dérivés documentaires pour diffusion. Évidemment avec des outils de contrôle d'impact quand on a une modification d'un fragment documentaire d'un côté, pour pouvoir reproduire cette modification, cette évolution de fragment documentaire, et finalement automatiser la production de ce type de document. Alors finalement, pour répondre à la question, quelle perspective, qu'est-ce que ça illustre tout ça? Il y a un point aussi dont on aurait pu parler pour illustrer tout ça, qui concerne finalement l'utilisation de l'information technique, des contenus techniques, ceux qui vont être publiés dans la documentation, comme pivot entre les différentes équipes. Finalement, ça nous amène à dire que la documentation technique est de plus en plus insérée dans les processus de conception et de production des produits, et plus seulement uniquement le document in fine, j'allais dire après un processus de production. Donc, pour revenir effectivement sur nos activités qui est, nous, plus fondamentales au niveau recherche, ce que l'on essaye de faire, c'est bien sûr de travailler sur ce, je dirais, modèle pivot, mais c'est surtout sur la cohérence de ce modèle pivot. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rentre une information, est-ce que quelque part, elle n'est pas en porte-à-faux par rapport à l'existant du reste de l'information. Donc là, on applique effectivement des techniques, je dirais, de preuve, ou des techniques de modèle checking, ou des techniques d'analyse beaucoup plus, je dirais, précises, et pour pouvoir effectivement dire, eh bien, cette information-là rentrée dans le système ne détruit pas la cohérence du système. Alors ça signifie concrètement que ces contrôles de cohérence qui sont réalisés classiquement dans des processus de conception, mais en fait, avec les outils Magilem, on porte tout ce contrôle de cohérence
jusqu'à la documentation technique pour garantir la qualité de cette documentation technique in fine. Alors la question suivante, comment répondre aux exigences de réactivité tout en produisant une documentation technique de qualité? Moi j'ai voulu souligner d'abord ce qu'attendaient les utilisateurs en termes de réactivité et de qualité. Bon, réactivité, évidemment, c'est produire dans un intervalle de temps minimum pour pouvoir faire diverses choses. Et qualité, on va parler de cohérence, d'exhaustivité, d'exactitude, et puis de capacité à spécialiser une documentation pour un domaine donné. Finalement, tout ça, ça se traduit par deux mots, deux caractères, c'est automatisable et modulable. Alors, sur l'aspect automatisable et modulable, on peut renchérir sur le cycle, par exemple, que je vous citais tout à l'heure, sur la conception d'un terminal mobile. Eh bien, vous voyez qu'il faut anticiper, je dirais, pour pouvoir sortir au plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut sortir des pré-documentations qui restent cohérentes jusqu'au produit final, mais de telle sorte que les équipes puissent travailler de façon en parallèle. Donc, automatisable, bien sûr, pour accélérer effectivement la production, et modulable. En fait, c'est modulable dans deux aspects. Modulable, effectivement, on dirait un système très complexe, on le rend modulaire, mais en plus dans le temps, c'est-à-dire qu'on va apporter des modules peut-être au départ qui seront peut-être creux, ou qui auront simplement le titre, ou qui auront simplement, je dirais, la fonction, je dirais, déterminée de façon grossière, et qui vont s'affiner de façon, je dirais, petit à petit, au fur et à mesure que la conception même du système avance. Alors, quelques exemples justement pour montrer le niveau d'intégration qu'on peut avoir avec les outils Magilem. Ici, on a, pour les spécialistes, ils reconnaîtront peut-être une carte en particulier, mais simplement, ce qu'on a ici, c'est des représentations d'un contenu technique. Il se trouve que c'est de la microélectronique, avec des composants microélectroniques qui sont intégrés dans une carte. Et finalement, ce qu'on montre ici, c'est que la même chose, on va l'exprimer de différentes façons, suivant différents angles, dans la documentation technique d'une part, dans la conception d'autre part, directement dans les outils de conception. Et finalement, les outils Magilem font le trait d'union entre ces deux univers qui, a priori, étaient un petit peu dissociés traditionnellement, en permettant effectivement de lier les contenus techniques de design et de production avec la documentation technique. La documentation technique n'étant plus qu'une facette d'un même contenu qu'on voit tour à tour par le marketing ou par les équipes R&D notamment. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du volume en fait, d'informations qui est nécessaire sur un système électronique. Clairement, je dirais en ce moment, on se heurte à un mur qui est le mur de la complexité dû, je dirais, au pouvoir d'intégration dans le silicium des fonctions électroniques. Alors ça a deux conséquences. D'abord, ça devient très complexe. Ça veut dire que l'information n'est plus gérable à l'aide, bien sûr, d'un fichier Excel, mais même, je dirais, à l'aide de NDoc, je dirais, de feuilles papier, c'est plus possible. Donc, clairement, il faut, je dirais, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut la projeter sur différentes facettes selon, en fait, l'utilisateur de la documentation. Ça, c'est un point. Le deuxième point, pour vous donner une idée, le coût d'un circuit maintenant devient exorbitant. Il va exister en Europe que quelques fabs qui vont être capables de faire des circuits électroniques. Pourquoi? Parce que la technologie devient de plus en plus chère. On intègre, je dirais, de façon plus importante, mais d'un autre côté, la technologie croît énormément. La conséquence, c'est qu'en fait, on fait du matériel qui sert à beaucoup de choses en même temps. Donc, tout le monde a, je dirais maintenant, l'expérience d'une montre qui fait papa-maman, qui fait aussi bien podomètre, un GPS ou une fonction montre. Bon, dans des systèmes plus complexes, c'est pareil. Il faut donc, du coup, on fait le même circuit, mais qui va servir à plein de choses différentes. Et même, d'ailleurs, celui qui va acheter ce circuit-là ne saura même pas qu'une fonction existe. Clairement, ça veut dire qu'au niveau de la documentation, eh bien, il faut que ça ressorte, effectivement, que ça sépare, je dirais, les différentes fonctionnalités en fonction de l'utilisateur du circuit. Voilà, donc, pour souligner ces éléments de volumétrie, de ce que disait Vincent, effectivement, on se retrouve avec des fonds documentaires techniques de plusieurs millions, dizaines de millions de pages qu'il faut pouvoir gérer quasiment en temps réel pour permettre la communication, d'une part, entre les différentes équipes au sein d'un processus de conception ou de production, et d'autre part, pour avoir une documentation in fine, une documentation technique de qualité. Troisième question, quelles nouvelles opportunités grâce à la rédaction structurée XML et au format DITA? Alors juste un point pour se mettre sur un même pied, sur un même niveau. XML, d'abord, c'est une technologie. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des DTD. DTD, c'est
probablement pour certains des mots que vous connaissez bien, d'autres peut-être c'est une découverte, mais en tout cas ce qu'il faut y comprendre, c'est que c'est un modèle de structuration XML, et quand on parle de DITA, en fait c'est un format de documentation XML. Alors, est-ce que tu prends la suite Alors donc l'intérêt de je dirais, de ce format-là, outre c'est un format qui est je dirais maintenant, je dirais, extrêmement connu dans tout le monde du web. Donc il y a beaucoup, je dirais, derrière, beaucoup d'études ou beaucoup d'outils qui savent manipuler ce format-là. Bon, sans rentrer dans le détail de ce format, ce qui est important, c'est qu'il peut être, je dirais, il est très hiérarchique. Il est grosso modo très simple de construction en fait, mais a un pouvoir d'expression, je dirais, complètement libre. C'est-à-dire vous pouvez exprimer, je dirais, l'organisation ou le type de données que vous voulez dans ce format-là. Ce qui est donc très utile quand vous avez un ensemble de données qui est très hétérogène. Donc ça permet de faire le lien hiérarchique, de naviguer au sens web du terme dans ces informations-là, même si elles sont hétérogènes. Donc ça permet étant donné qu'après, derrière, plein de propriétés peuvent se raccrocher à ce format-là, ça permet effectivement de générer les différentes facettes ou projections selon la nature de l'utilisateur, par exemple. C'est aussi faciliter la publication dans différentes langues. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On a ce dernier slide qui donne à nouveau quelques éléments de volumétrie. Oui, donc là, c'est la volumétrie, je dirais. Grosso modo, c'est un peu toujours par rapport au circuit et au circuit électronique. Donc, ce qu'on appelle séquence fonctionnelle, c'est les petites fonctions. Quand vous avez un mode d'emploi d'une montre, eh bien, vous voulez remettre l'heure à jour votre montre. Eh bien, dans votre mode d'emploi, on vous dit passez par telle étape, passez par telle autre, faites ceci, faites cela, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement chacun a une petite fonction et le tout fait une réalisation, change l'état de votre montre. Eh bien, sur les circuits électroniques, c'est pareil, sauf que c'est évidemment pas, je dirais, la personne qui le fait, ce sont d'autres programmes qui agissent ces différentes fonctions. Eh bien, on arrive effectivement à des complexités qui sont colossales. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de séquences élémentaires de fonctionnalités qu'il faut rassembler pour faire une grosse fonction et faire changer l'état de votre système. Donc voilà, finalement, les opportunités, c'est quoi ? C'est cette modularité, d'une part, pouvoir jouer avec l'ensemble, ces différentes séquences fonctionnelles présentes dans un même design, et publié ou non dans une documentation technique selon le secteur que l'on cible pour cette documentation technique. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de ce type de solution. Alors, merci beaucoup parce que vous avez été, les deux équipes, excellentes pour maintenir le temps. Ça veut dire que vous avez maintenant 10 minutes pour poser les questions. C'est maintenant ou jamais. Et toutes les questions sont permises. Maintenant ou tout à l'heure, si vous souhaitez venir nous voir, Magilem, on est sur F17. OK. Et F24 pour Cadiz. Il y a différents micros. Questions. Ça ne bouge pas. J'ai plein de questions, moi. Et le rédacteur dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que vous gérez bien les contenus existants, mais pour rédiger votre nouvelle rédactrice technique qui vient vous rejoindre probablement dans 8 jours, quel va être son travail ? Est-ce qu'elle a, par rapport à sa formation, quelque chose de nouveau ? Il y a un temps d'apprentissage quand même pour travailler chez vous. Vous voyez, pour générer l'équivalent de la documentation qui maintenant devient énorme, en fait, on a tendance effectivement à faire générer automatiquement. Alors ça pose le problème, effectivement, est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'on sait le faire, je dirais, de façon rapide ? Est-ce que, il y a effectivement la mise en forme, je dirais, et l'aspect, je dirais, sémantique des choses. Ce qui est important, je pense, et ce qui reste, je dirais, dans le facteur humain, c'est l'organisation. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, effectivement, la documentation, elle va s'adresser à plusieurs
plusieurs personnes selon différents contextes. Et c'est surtout en fait l'organisation de la documentation. C'est-à-dire que c'est l'humain qui va donner le sens de l'organisation, on va dire, je dirais des paragraphes, si vous voulez, si on est des paragraphes, et du contenu des paragraphes. Et après, ce qu'on essaye de faire, c'est le faire remplir plus ou moins automatiquement. C'est ça, en fait, je dirais, de telle sorte que ça permet effectivement de sortir. C'est très, pour appréhender le fonctionnement d'un système, déjà lire la table des matières, c'est déjà très instructif. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose, mais je dirais, c'est déjà, ça vous fait voir comment il est organisé, quelles sont les articulations, je dirais. Puis après, petit à petit, effectivement, remplir, je dirais, automatiquement, parce que tout simplement, on n'est plus à l'échelle humaine. Donc, il faut le produire et automatiquement. Et ça pose des problèmes, parce qu'effectivement, on sait bien que la traduction automatique, de langue à langue, c'est pas parfait, mais aussi de technique à vulgarisation, c'est loin d'être parfait aussi. Ça, c'est tout un pan, je dirais, qui est à creuser et à faire évoluer. Merci. Le rédacteur technique, normalement, n'est pas uniquement chargé du formatage, en général. Et en particulier, puisque vous évoquez DITA, est-ce que les rédacteurs ont été formés à la base à DITA? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que DITA? Vous n'avez pas évoqué DITA jusqu'à présent dans votre solution. Non, effectivement, et c'est un des principes, justement, c'est de constater que souvent les normes et standards qui sont définis de façon plus ou moins universelle sont souvent mal adaptés, soit trop complexes, soit insuffisants, soit il y a des parties qui ne sont pas intéressantes dans un contexte donné. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'esprit de scénariste, c'est justement de pouvoir développer très rapidement un modèle qui soit juste nécessaire pour le besoin, et notamment celui du rédacteur technique. Concrètement, le rédacteur technique, donc celui qui à un moment va renseigner toute la description par exemple d'un équipement, va effectivement avoir un guide d'écriture qui est uniquement de sens, où il va pouvoir, justement, il est guidé par c'est un formulaire qui donne que du sens, ne s'inquiète pas de la mise en forme dans un premier temps. C'est pas lui, c'est pas son métier là, dans ce cadre-là. Donc lui, en fait, sa rédaction est guidée par cet énorme formulaire qui correspond à la description de l'équipement. Par contre, DITA, à un moment, peut intervenir, c'est pas le cas dans le cas client Quick, mais peut intervenir effectivement dans un souci d'interopérabilité avec d'autres systèmes. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces normes-là pour communiquer à un moment avec d'autres systèmes qui auraient besoin justement d'une structure d'information qui suit cette norme. Merci. Je voudrais juste apporter un élément de réponse à votre question. Sous forme de question, est-ce que le rédacteur technique a vocation à terme à être garant des règles qui seraient définies dans un schéma ou dans un format de type DITA? Ces règles, elles sont connues a priori, et donc un système tel que celui de Magilem peut très bien contrôler ces règles, et finalement l'apport du rédacteur technique est plutôt un apport de supervision et de gestion de cohérence globale que de respect des règles une à une, à mon avis. Je suppose que dans la salle, il y a des personnes experts en DITA qui veulent se manifester. Eh bien voilà, l'un après l'autre, à vous de jouer. Et madame ensuite. Oui, alors effectivement, je ne pense pas que ce soit le rédacteur technique, mais je pensais plutôt à DITA donc, en termes de normes, en fait. Et j'ai en tête un exemple, hein, c'est une grande banque en fait, qui produit de la documentation technique pour tout ce qui est logiciel. Financiers, hein, donc les spécifications générales, spécifications détaillées, manuel de maintenance, d'installation, etc. Et c'est vrai que ces gens-là, ils utilisaient du Word en fait, hein, pour créer ce contenu-là. Donc Quark, en fait, on a un outil qui s'appelle XML Author, qui est un plugin à Word qui permet de créer du contenu structuré XML, n'importe quel DTD, et notamment DITA. Et dans ce cas de figure-là, on a donc des gens qui utilisent Word, ils ne savent pas en fait qu'ils créent du DITA, parce que c'est du Word, mais derrière, on s'appuie sur effectivement DITA parce que ça existe, et que c'est plus simple, et qu'il y a une notion au fait, de chapitre qu'on va pouvoir utiliser, parce que c'est vrai que ces documents-là ont souvent des chapitres redondants, et tout l'intérêt, il est un petit peu là, c'est de pouvoir réutiliser justement ces chapitres. Voilà. Madame voulait intervenir sur DITA et la rédaction DITA. Oui, alors, bonjour. Je voulais juste préciser une petite chose en termes de normalisation. C'est-à-dire que les normes, elles sont toujours soit trop complexes, soit finalement nos documents, c'est pas tout à fait ça, etc. Mais le principe d'une norme, c'est bien d'assurer, d'une part, la maintenabilité de vos documents
pas dans les 2 ans qui viennent, mais aussi dans les années, peut-être la dizaine d'années à suivre. Et l'interopérabilité, effectivement, comme vous le mentionniez, entre systèmes. C'est-à-dire que si je veux intégrer la documentation d'un fournisseur et qu'il est déjà dans un format normé, il est quand même plus facile. Vous m'entendez bien ? D'accord. D'accord. Il est quand même plus facile de réutiliser de la norme, enfin du document, de l'information normée directement, sans faire de migration ou d'une nouvelle migration ou encore quelque chose. Et je voulais aussi ajouter une chose, c'est que aussi bien je pense que la personne qui va rédiger et qui est contributeur simple n'a pas nécessairement vocation à connaître les balises d'ITA. D'ailleurs, on s'en fiche. Moyennant quoi, la personne qui est en charge et qui va répondre des taux de réutilisabilité et de la rentabilité du système, cette personne-là, elle doit avoir une vue sur le système en entier. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Ça peut être un rédacteur technique, un communicateur technique, un architecte d'information, un architecte tout court, un designer. On a 36 000 termes. Mais il y a malgré tout, je pense, que la connaissance technique doit être aux mains de la personne qui contribue à l'information pure, en tout cas. Pas sur tous les contributeurs, mais sur certains. Mon petit grain de sel. Merci. Il faut savoir que, par exemple, la norme d'ITA a été créée par des rédacteurs techniques, quand même. Hein. Donc, en général, un rédacteur technique bien formé sait de quoi il parle et il sait structurer son information. Donc ça, c'est intéressant. Madame a rapidement évoqué la rentabilité, c'est-à-dire le retour sur investissement d'un tel projet. Je ne sais pas si dans votre domaine, vous aviez eu l'occasion de faire les calculs. À titre indicatif, les chiffres à l'international que nous connaissons, qui ont été prouvés sur la rentabilité d'implémentation d'un projet de doc structuré comme ça, avec réutilisation, le maximum qu'on ait entendu, c'est 92% de réutilisation du contenu. Ça a un impact énorme sur le coût de la doc, puisqu'on réutilise au lieu de recréer en quoi. Et bien entendu, dans ce 92%, on n'a pas réintégré les réductions sur la traduction. Vous imaginez une entreprise comme Nokia qui traduit en 90 langues, s'ils n'ont pas besoin de retraduire des morceaux de texte, le bénéfice qui est gagné. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire les différentes comparaisons. Qui est-ce qui veut parler ? Vous parlez là-dessus. C'est vous qui... On voit bien que la réutilisation, c'est le cœur du problème. Comment vos rédacteurs techniques trouvent l'information pour réutiliser le bon topic, le bon module parmi votre volumétrie ? Alors effectivement, donc c'est bien ça l'enjeu, c'est la réutilisation, trouver les bons contenus. Je pense qu'il faut aller au-delà de la seule idée de dire je prends un contenu ou je manipule le bon contenu. En réalité, quand on fait une recherche de contenu, on fait une recherche d'ensemble de contenus et on manipule des ensembles de contenus. C'est surtout ça, je pense, l'élément de réponse, plutôt que de dire parmi les 5 millions de documents ou les N millions de documents, je veux le document qui parle de ça. Alors évidemment, on peut avoir cette approche-là, mais quand on est dans une approche de réutilisation à hauteur de 92% de ce qu'on a déjà produit, en réalité, on est dans la sélection de 92% d'un fond. Donc voilà, on n'est pas dans la recherche unitaire, mais dans la manipulation en globalité de plusieurs sous-ensembles documentaires. Pour essayer de répondre sur l'aspect technique des choses, il faut voir que les systèmes électroniques sont par conception, je dirais, très hiérarchisés. Donc en fait, déjà, si déjà vous faites l'hypothèse que la documentation elle s'adresse, je dirais, à un utilisateur particulier, celui qui va développer le logiciel, par exemple, ou celui qui va faire la production, je dirais, d'une carte, ou celui, etc. Donc déjà, le volume est déjà divisé, je dirais, par utilisateur. Et après, c'est ce que je dis, tout simplement parce que c'est déjà très complexe, je dirais, par conception même, je dirais, c'est déjà fait en une approche, je dirais,
par composition en fait interne du système lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui font du circuit électronique ou qui font de la carte, ou même les gens qui font du logiciel, en fait, assemblent déjà par composants. En fait, et il y a un aspect très hiérarchique des choses. Donc, la navigation, c'est pas, je dirais, un ensemble de données qui est complètement à plat. C'est déjà très hiérarchisé par construction. Donc, ça aide énormément sur la navigation. Après, bien sûr, sur un composant interne, on va dire, il aura plusieurs vues. Donc, on va s'intéresser à une facette logicielle, une facette hardware, une facette, je dirais. Mais dans les hiérarchies même du système, je m'intéresse à projetez-moi la facette sur cet élément-là et non pas sur l'ensemble. Merci. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, je plaisante. Sur ce dernier aspect, effectivement, je redépile les questions, mais sur ce dernier aspect, il y a un élément important, c'est que déjà, si on réutilise partout là où on sait qu'il y a de la redondance, c'est déjà un gain énorme. Avant de se poser la question, il y a toujours un peu un fantasme autour de ça. Au début, on travaille notamment beaucoup dans le domaine des contenus pédagogiques. Tout le monde nous dit oui, mais alors comment est-ce que je fais pour retrouver le cours génial dont j'ai besoin qui me permet de pas le réécrire ? Il y a un côté un peu fantasmatique autour de ça. Déjà, si on arrive entre gens qui se connaissent et qui savons très bien que nous passons notre temps à réécrire la même chose, à commencer par soi-même, déjà si on fait des gains autour de ça, il y a déjà un gap énorme, quoi. Ce qui n'enlève rien à l'intérêt de votre question, mais c'était typiquement le cas de ce qu'on a pu présenter avec le process quick. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a de la redondance entre la procédure au niveau du service qualité jusqu'à la fin du processus. On sait déjà qu'on réécrit ça plusieurs fois. Et en fait, on sait que dans toutes les organisations, ces processus-là existent. Donc c'est vrai que, il me semble qu'il y a d'abord un enjeu à traiter ça, avant de se poser toujours la question un peu idéale de le contenu que j'ai envie d'écrire existe forcément quelque part. C'est un peu la bibliothèque de Babel, et donc quand je tombe dessus, voilà, forcément ça existe et je vais pouvoir le réutiliser. Je voulais juste dire une autre chose avant, s'il me reste encore 10 secondes, juste sur la DITA. Je pense que quand on parle de DITA, on confond, enfin, à mon avis, on confond un petit peu deux choses, qui est le schéma DITA, qui d'ailleurs ne se veut pas justement standard en tant que tel, au sens où il est extensible, donc au sens où on est censé le spécialiser à chaque contexte, qu'à mon avis, le schéma DITA en tant que tel n'a pas tant de valeur que ça, que les principes de DITA, que sont la fragmentation, le fait de pouvoir réutiliser, et des choses qui effectivement n'existent pas nativement dans XML, comme le fait d'avoir un contenu découpé en morceaux qui se référence en tant que tel. Donc il me semble qu'il y a ces deux aspects-là qui sont un petit peu différents, et l'homogénéisation au niveau du schéma, au niveau de tous les domaines du monde, dans tous les contextes du monde, évidemment que ce serait formidable, mais si on fait ça, on aboutit forcément à un schéma extrêmement complexe ou au contraire extrêmement peu signifiant. D'où je vous laisserai répondre, hein, je vois que vous trépigniez, mais d'où effectivement la démarche que nous on va adopter, qui consiste à dire, qui était au départ d'ailleurs la démarche initiale voulue par SGML ou XML, qui est on va faire un modèle local dédié au contexte, mais bien sûr quand on va faire ça, on va s'attacher à s'assurer qu'on a toujours la possibilité de remonter sur des formats plus standards comme DITA, DocBook ou HTML dans certains contextes, enfin en fonction de ce qu'on va vouloir viser. Donc pour moi l'enjeu il est plus là que de s'astreindre forcément à rester dans un format qui, de fait, dans certains contextes, si vous voulez typiquement travailler dans la formation, quand on arrive en fin de chaîne et qu'on veut faire des quiz, oui, je peux toujours spécialiser de la DITA pour arriver à exprimer ça d'une façon ou d'une autre, mais je vais arriver à un niveau de spécialisation tellement spécialisé ou tellement spécifique qu'en fait, j'aurais gagné à repartir de zéro par rapport à ça. Moi, je vous rejoins sur un point, c'est que DITA n'est pas une fin en soi, c'est d'abord un format, un support. Et en réalité, ce qui est important, c'est bien de pouvoir exploiter les contenus, les assembler, traiter ces contenus dans des besoins métiers au-delà d'un format quel qu'il soit. Oui, un format, une architecture. La spécialiste est là pour nous guider. Un mot pour aller un petit peu plus loin sur ce qu'on Magilem a fait avec le CEA et avec Vincent Olive. J'ai amené quelques docs si vous voulez en prendre. Elles sont à votre disposition. Oui, alors, forcément, je vais réagir. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles et vous attendre à ce que je ne réagisse pas. Donc, DITA, ce n'est pas un format, dans le sens où on va faire un doc avec DITA. DITA, c'est une architecture et c'est aussi une norme qui va... Alors, mais c'est un débat qu'on pourrait avoir sur n'importe quel sujet, à vrai dire. C'est-à-dire que soit c'est trop détaillé et c'est trop lourd à mettre en place, et puis ça ne correspond pas bien, soit c'est suffisamment haut niveau pour qu'on puisse l'appliquer à sa documentation, avec une possibilité derrière de spécialisation.
Donc je peux pas. Donc voilà, soyons clairs. On parle bien d'un standard qui permet l'interopérabilité, et la plupart des besoins sont couverts. La large majorité des besoins sont couverts par cette norme. Et c'est très bien de réinventer des choses, moyennant quoi le fait d'utiliser un standard permet aussi d'être assuré que le format que vous utilisez est pris en charge, est maintenu, est documenté, est ouvert et est toujours exploitable dans les années à venir. Donc on a bien évidemment la solution magique, le Graal d'avoir quelque chose qui s'adapte à tous n'existe pas. Moyennant quoi on a quand même suffisamment de hauteur avec une solution comme DITA pour pouvoir couvrir très largement une grande partie des métiers. C'était ce que je voulais. Ok. Écoutez, c'est absolument intéressant. Bien entendu, vous pouvez retrouver ces personnes sur leur stand et poursuivre la discussion. Et je pense aborder quiconque tout simplement dans les allées. On a chacun notre point de vue sur la documentation. On aimerait quand même que le résultat, que ce que l'on produit, qui est notre travail quotidien, serve à quelque chose et surtout soit utile à l'utilisateur. Et là, c'est très difficile. Entre autres, M. Patrick Hoffman, qui est toujours à la pointe de la recherche, il a fait sa présentation à 11h ce matin, il vient de chez Google, et il m'a dit la tendance maintenant pour les rédacteurs techniques n'est plus de produire la documentation, le métier va disparaître, mais il va, s'il se débrouille bien, intégrer les équipes de conception de produits, et en particulier ceux qui font les interfaces graphiques, etc. C'est exactement le sens de ce qu'on a dit dans ce qu'on a développé avec Magilem. Merci beaucoup. Moi, le stylo tout cassé, là, c'est à moi. Tout cassé, il est à moi. Bah oui.